troisième table ronde consacrée aux engagements et aux choix stratégiques des acteurs de la filière pour maintenir les conditions d'un après-vente concurrentiel, durable et abordable. 4 collèges, 4 panels aujourd'hui. Le premier premier collège avec la maintenance, avec vous messieurs. Un second collège, réparation, collision. Et puis on attend sur scène, à côté de nous, pour la troisième thématique, pour l'entretien des véhicules électrifiés, Monsieur Benedito et Monsieur Gourand, si vous souhaitez bien nous rejoindre sur le desk. Madame Almudena Benedito, pour être plus précis. Pardon, mais absolument. Je tiens à le préciser parce qu'on a peu de femmes intervenantes, donc il faut absolument qu'ils nous rejoignent maintenant. Madame Benedito et Monsieur Gourand. Et enfin, on parlera de la circularité, qui constitue donc le dernier thème absolument essentiel pour comprendre les enjeux de demain. Et pour en parler, on attend Monsieur Marcadet, Monsieur Yamamoto et Monsieur Kaufmann sur le desk, s'il vous plaît. Ouais. Et Madame Mino Yamamoto aussi. Parlons, Madame Yamamoto. Rejoignez-nous s'il vous plaît, vous serez au desk. On va très vite commencer avec un premier thème, la maintenance. Pardon Sandy, je t'ai écorché un petit peu la suite. Absolument pas. Emmanuel, je te propose de te passer la main pour passer tout de suite avec notre premier panel pour parler maintenance. Merci beaucoup. Maintenance. Vous avez vu, vous avez entendu, pour ceux d'entre vous qui êtes avec nous depuis le début de cet après-midi, donc nous avons eu 2 tables rondes très importantes. Une première qui était avec des interlocuteurs de haut niveau, des intervenants de haut niveau, constructeurs, équipementiers de premier rang, spécialistes du marché, organisations professionnelles. On a vu très clairement que l'automobile abordable de demain, la voiture neuve abordable de demain, sera électrique et ultra connectée, mais que pour qu'elle soit abordable, il reste encore un saut pour aller vers cette voiture 2.0, cette deuxième génération de voitures électriques qui se manifeste déjà aujourd'hui par exemple la Renault 5, mais par d'autres que l'on attend encore avec des technologies nouvelles, encore aujourd'hui, comme le Software Defined Vehicle, qui va transformer l'architecture des véhicules neufs et permettre ce côté plus abordable. Dans une deuxième table ronde, nous avons abordé le monde de l'après-vente, qui est évidemment une grande spécialité d'Equipauto, comme vous le savez tous, pour poser les bases de la problématique, effectivement, réparation, collision, inflation des coûts de réparation, maintenance mécanique, hausse des coûts, inflation des pièces, inflation évidemment par la hausse des prix, mais aussi par les matières premières et la technologie des produits. Et puis on a abordé aussi le sujet du véhicule d'occasion qui, lui aussi, a monté, grimpé pendant 3 ans avant de redescendre, mais il reste cher, ce véhicule d'occasion. Et puis maintenant, on est sur les réponses que les grands acteurs du marché, que des grands acteurs, pas tous, mais on a voulu que ce panel soit le plus large possible. Merci à vous, messieurs, qui êtes en agora. Merci à vous, mesdames, messieurs, qui êtes au desk. De nous montrer quels sont vos éléments de stratégie pour demain, pour que la maintenance, pour que le monde de l'après-vente réponde à ces 3 mots: concurrentiel, durable et abordable. Ce sont vraiment les 3 maîtres mots. Et cette troisième table ronde précède le reveal d'Equipauto 2025 que nous aurons, et je le souligne, c'est important que vous restiez après notre troisième table ronde parce que on a des choses à vous dire. On n'est pas là pour vous présenter seulement des sujets de réflexion, mais pour vous dire que la filière, c'est une seule filière, que tout le monde est interdépendant. C'est le message de cet après-midi, c'est d'apporter une compréhension globale du marché en réunissant l'amont et l'aval de cette filière. C'est le sens de tout notre travail depuis 4 mois, avec évidemment pour faire jouer cet orchestre nos intervenants de grande qualité. Je vais commencer avec vous pour parler maintenance. Christophe Boutmy, DG Achat et Supply Chain d'Autodistribution. On a posé le sujet dans la deuxième table ronde. Vous étiez l'un de nos intervenants. Le vieillissement du parc, les mécanismes inflationnistes, la baisse du pouvoir d'achat. Et je vous pose la question très simple. Quels sont vos atouts? Quelle est votre stratégie pour garantir un après-vente demain concurrentiel, durable, abordable? Bon, c'est un hasard, mais on va dire toute entreprise a un claim ou une mission statement, et le nôtre, c'est pour une mobilité durable et abordable. Donc ça tombe bien le côté... Sans se concerter avant, je vous oui, garantis. Et puis ça date depuis très longtemps. Donc après, je voulais revenir, alors on est dans le collège maintenance, mais je voulais juste revenir sur les échanges justement qui ont été faits sur la collision et sur l'inflation, l'explosion des prix des pièces, etc. Juste pour rappel, dans la facture d'un carrossier, l'équilibre, donc les coûts se décomposent en à peu près 7-8% de coût de la peinture, 57%
prix de la pièce, le reste, c'est de la main-d'œuvre. Ce 57% était, avant Covid, à moins de 50%. Donc on voit qu'il y a eu une explosion du coût de la pièce. La pièce, principalement, pièce de peau, pièce de carrosserie. Et là où on se dit, pour rendre la réparation plus abordable et baisser le coût, alors on parle beaucoup de PRE, de pièces de réemploi, mais on sait très bien qu'on est vraiment devant une inadéquation entre le besoin, finalement, des réparateurs, du consommateur, et finalement l'offre existante sur le marché. Et donc, tout ce qui va être libéralisation et l'utilisation de pièces de qualité équivalente en carrosserie sur les marques françaises n'existe toujours pas. Et donc aujourd'hui, on doit attendre 10 ans avant de pouvoir mettre une PQE qui est beaucoup moins chère qu'une pièce constructeur. Et c'est là-dessus que nous devons tous se jouer. Alors, vous avez évoqué rapidement tout à l'heure, effectivement, le fait que l'Union européenne ait voté alors une repair clause qui serait harmonisée. Néanmoins, je ne suis pas sûr que ça bouge beaucoup. On parle d'un gain de temps sur ces 10 années, peut-être de 1 ou 2 ans, mais pas plus. Donc, on n'est pas encore à la fin du chemin pour effectivement réduire ce coût de la réparation, alors qu'il y a des leviers qui sont clairs. Ça ne concerne encore que les pièces de peau pour les marques françaises. Alors après, effectivement, si on revient aussi à la maintenance, je l'ai dit tout à l'heure. Maintenance mécanique, effectivement. Maintenance mécanique. On a poussé la MDD, mais finalement, on ne pousse pas pour faire de la MDD. On répond toujours à l'offre du marché. Et le développement de la marque propre, on l'a commencé il y a une quinzaine d'années. Et en fait, ce côté accessible, il existe déjà depuis très longtemps sur des familles de produits. Je pourrais parler du lubrifiant, des machines tournantes, où c'est principalement de la marque propre. Donc voilà, on avance, on continue, on utilise des indicateurs. Alors en fait, on a la chance de travailler avec des web dealers, même de détenir un web dealer, un des leaders en France. Et lui nous donne finalement une vision prévisionnelle de ce qui se passe sur le marché, qui nous permet d'anticiper les évolutions de marché. Finalement, ce qui va se passer au niveau du garage, on le voit tout de suite au niveau du consommateur final. Et post-Covid, on a vu effectivement une accélération de besoins de produits à plus faible coût. Et on a fortement accéléré sur le développement de la MDD. Et ce que je vous disais tout à l'heure, depuis un an et demi, on voit une accélération sur des besoins de pièces très bas de gamme. Donc on peut se poser la question pour les années futures. On parle effectivement de vieillissement du parc, de baisse du pouvoir d'achat pour beaucoup de gens. Évidemment, ça peut nous permettre de poser une question qui est essentielle, en fait, c'est celle du poids des marques. On a évidemment des grands équipementiers, des grandes marques qui sont un soutien pour le marché de la prévente, dont certaines sont connues du grand public. Mais aujourd'hui, est-ce que ces grandes marques ne sont pas menacées d'une sorte de cornérisation par cette baisse un peu en spirale du marché de la prévente, ou cette baisse du consentement à payer? Bon, on a effectivement expliqué que accélération donc de la marque propre, les équipementiers, notamment ceux qui sont première monte, ont été et seront encore obligés de passer des hausses importantes vu les investissements qu'ils ont eus sur les véhicules électriques qui ne portent pas forcément ses fruits de manière immédiate. Ils perdent des parts de marché, ce qui ne veut pas dire qu'ils perdent des volumes. Avec nous, par exemple, chez Autodistribution, la croissance organique fait qu'on arrive à aménager les deux, augmenter peut-être la part de marché des marques propres, mais tout en développant du volume. Après, on peut se dire, finalement, le marché aura toujours besoin de marques premium. Moi, je viens de la grande distribution, j'ai passé 10 ans où la marque propre est quelque chose de beaucoup plus mature. Et même en période de crise, si on voyait des accélérations des volumes de marques propres, le marché a toujours besoin de marques équipementiers. Pourquoi? Parce que c'est la perception, c'est la confiance, c'est la qualité, c'est l'innovation, c'est la couverture de parc, notamment pour les véhicules électriques. Donc oui, il y a une perte de part de marché, mais les équipementiers premium sont toujours là. D'ailleurs, certains essaient de jouer de plus en plus sur les deux bords, en proposant parfois de devenir fabricants de marques propres. Alors, ça ne marche pas toujours parce que ça demande plus d'agilité, mais voilà, donc les mondes s'ouvrent et finalement la segmentation premium marque privée devient de plus en plus floue. Est-ce que pour servir la part des possesseurs de véhicules les plus anciens, il ne manque pas un chaînon dans l'offre d'autodistribution? Si, c'est ce que je vous disais. Après, on se pose la question d'aller peut-être plus loin en termes de couverture. Je vous le fais répéter parce que ça me paraît important, en effet. Oui, alors, c'est une réflexion. J'annonce rien de particulier, mais à un moment ou à un autre, le vieillissement du parc, c'est parfait pour la rechange indépendante. On est très content de voir moins de véhicules neufs, de voir plus de véhicules d'occasion. Et quelque part, c'est une tendance forte de notre métier. Néanmoins, au-delà de 20-25 ans, on peut se dire, est-ce qu'on ne perd pas
dans nos réseaux, réparateurs AD, autres réseaux spécialistes, est-ce qu'on ne perd pas ses clients? Donc à nous d'y répondre pour s'assurer qu'effectivement la rechange indépendante couvre bien l'ensemble du spectre. Donc Marc peut-être... Aujourd'hui, il y a une interrogation. Une bonne interrogation, oui. Une bonne interrogation. À l'inverse, quelle famille vous semble porteuse d'avenir dans les assortiments, c'est-à-dire les familles qui émergent avec la transformation du parc et notamment de l'hybridation, voilà, de l'électrification? Bon, si vous me lancez sur les produits, ça peut être long, mais... en synthèse, bien sûr. Non, mais alors on a la chance, déjà d'avoir des outils de commande digitaux. Donc nous, Autosimo, c'est des dizaines de millions de consultations par an. Donc ça nous permet finalement d'identifier assez rapidement les tendances et les produits qui vont arriver. Les trous d'offres aussi. Donc ça, c'est effectivement comment on le détecte. Après, en termes de besoins, je vais dire des évidences, mais le pneumatique, les pièces de suspension, d'érection, finalement, c'est des marchés qui vont être toujours porteurs parce que seront très sollicités par des véhicules électriques qui seront plus lourds. On le voit déjà avec un parc qui est fait de plus en plus de SUV. Donc on voit arriver ces familles. Ces familles sont déjà présentes, mais se développeront de plus en plus. Alors après, on peut parler spécifiquement sur le mix hybride. On verra des nouvelles pièces type alterno-démarreur. On verra également sur la suspension pneumatique, par exemple, des familles qui se développent de plus en plus. Et véhicules électriques aussi. Alors sur l'électrique. Alors si on passe de l'électrique ou du l'hybride rechargeable, tout ce qui va être thermie et refroidissement, ça devient aussi une famille cœur. Donc demain, on fera plus de vidange de voiture, mais on fera peut-être des vidanges de liquide de refroidissement. Donc ça, c'est un point assez important. Et puis sur les véhicules électriques, on a la chance d'avoir des constructeurs qui font pas des pièces si infaillibles que ça. On a eu déjà des historiques. Donc de plus en plus, on s'aperçoit qu'on a du potentiel sur des produits type chargeur, type inverteur de tension, sur les calculateurs, sur les pièces électroniques. Alors, est-ce qu'on va tout de suite les remplacer ou est-ce qu'on va développer des solutions de réparation? Donc c'est des alternatives économiques effectivement plus accessibles sur des pièces qui sont chères. En tout cas, en tant que distributeur, notre métier n'est pas est de vendre ce qui est demandé par le marché et d'anticiper ces tendances. À l'instant T, voilà, et d'anticiper effectivement les collections. Merci Christophe. Je me tourne vers vous, Alain Landec, président de la FEDA. La FEDA, c'est la Fédération française des grossistes en pièces et en services automobiles, en pièces détachées, en composants, en services automobiles. Aujourd'hui, la distribution, quel rôle doit-elle jouer pour permettre justement cette après-vente toujours abordable et concurrentielle et durable? Alors déjà, je pense qu'il y a un point, une approche qui me paraît toujours intéressante, c'est de dire que la distribution, c'est quasiment un service public. Présent partout. Oui, c'est lorsqu'on ajoute aux distributeurs filiales, les indépendants, plus les succursales, et qu'on ajoute en plus, d'abord, les 7 ou 8 000 garages sous enseigne, AD Expert, Top Garage, Precision Garage, etc. Il y en a plus que de bureaux de poste, il faut être clair. Oui, et leur déclinaison en carrosserie, on s'aperçoit qu'effectivement, elle est présente, on a une présence de proximité qui va jusque dans des villages où aujourd'hui il n'y a plus de boulanger. J'ai des exemples. Et il y a aussi des initiatives de communes qui, n'ayant pas de garage, achètent un terrain et montent un local et mettent un gérant parce que les consommateurs locaux ont des prestations qui sont à distance et ça ne leur convient pas. Donc cette fonction-là de la distribution, cette proximité nous met dans une situation que je qualifie de service public. Et d'ailleurs, lors du Covid, ça a été extrêmement intéressant parce que, évidemment, tous les établissements fermaient. Et donc, on s'est manifesté auprès des pouvoirs publics pour montrer l'importance qu'on avait dans le dépannage des véhicules de secours, de police, etc., les ambulances, plus tout ce qui permettait d'approvisionner les Français, de les nourrir pendant cette période, et on nous a autorisés à rester ouverts. Donc ça montre bien que la présence des grossistes et leur proximité constituent pour notre profession un élément essentiel auprès des consommateurs. Christophe Boutmy parlait tout à l'heure en deuxième table ronde de l'inflation, de la collection, de l'augmentation des collections de pièces. Oui. C'est-à-dire que dans l'automobile, dans l'après-vente automobile, on est dans ce qu'on appelle un circuit long, où on a besoin d'acteurs de proximité pour faire du stockage de proximité, du service de proximité.
Donc ça, c'est un invariant quelque part. Oui, bien sûr. Alors, je crois que d'abord, évidemment, ce stockage de proximité est indispensable. Évidemment, la performance logistique des distributeurs, des grossistes, est indispensable. Qui a énormément progressé avec l'aide des centrales, bien sûr. Oui, mais le problème de cette performance logistique, elle n'est pas que propre aux grossistes, en gros, aux grossistes en général. Parce que, évidemment, avoir des produits disponibles, évidemment, avoir des délais de livraison courts, avoir des systèmes de dépannage et avoir un catalogue électronique performant, il n'y a pas que les grossistes qui sont à ce niveau-là de prestation. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, et je prendrai, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce slogan d'une grande radio nationale qui disait « Écoutez la différence », il faut rajouter à cela ce qu'évoquait Christophe tout à l'heure, c'est la mise à disposition de tout un ensemble de produits premium, produits marque de distribution, produits de qualité équivalente, produits premier prix, comme tu l'évoquais, mais aussi pièces issues de l'économie circulaire. Donc ça, c'est un premier sujet. Mise à disposition de ces gammes qui représentent des milliers de références et que beaucoup d'autres organisations... J'allais dire des millions. Des millions, on va dire des millions. Deuxième sujet, c'est que le grossiste ne propose pas que des pièces, il propose aussi de l'équipement de garage, il propose aussi du matériel de diagnostic, des outils spécifiques pour monter les produits. Donc ça, c'est un autre service. Et à ça, il faut associer la formation. Formation sur le maniement des équipements. Plus que jamais indispensable. Plus que jamais indispensable. Il y a une autre dimension qui est non négligeable aussi pour les grossistes, c'est évidemment de participer à la transition écologique, parce que la gestion des garages sous enseigne, par exemple, il y a toujours une exigence en la matière. Je continue avec deux autres éléments qui sont évidemment le fait d'animer des réseaux de garage, de leur mettre à disposition des opérations commerciales, des opérations marketing auprès des concessionnaires pour permettre de faire en sorte que l'offre qui a été évoquée tout à l'heure, elle soit aussi comprise par les consommateurs, et que quand un consommateur arrive avec une voiture qui a 18 ans, il puisse savoir qu'il a des pièces issues de l'économie circulaire ou des pièces de premier prix, etc., etc. Donc tous ces éléments-là, quand on mesure, si vous voulez, la valeur ajoutée et les prestations supplémentaires à la logistique que propose le grossiste, ça donne des éléments de performance et aussi qui permettent aux consommateurs de pouvoir avoir des prestations de qualité et de proximité. Je m'adresse à vous, Robert Bassol, président de la FNA, Fédération nationale de l'artisanat automobile. Quels sont vos engagements pour une maintenance concurrentielle, durable et abordable? Avec tout ce que j'ai attendu, ça va être compliqué. Non, les engagements sont simples. L'artisanat est très agile et très réactif. C'est l'avantage qu'il a. D'abord parce que avec la pluridisciplinarité des énergies qui est en train d'arriver, ça fait des cordes de plus à notre arc à rajouter. C'est pas, j'explique souvent quand je vais dans les réunions, il ne faut pas penser que c'est un danger qui arrive, au contraire. C'est une évolution, et puis il faut suivre les évolutions. L'homme s'est déjà montré capable de suivre beaucoup d'évolutions. Donc je pense qu'il faut être réactif, il faut être prêt. La difficulté ne viendra pas, je pense, de ça. La difficulté va venir du fait que est-ce qu'on ne sera assez bien formé pour affronter ces réalités, puisque si vous voulez, la problématique de toutes les nouvelles énergies, c'est la formation. Si on n'arrive pas à faire des formations adéquates, ce sera difficile de réussir. Effectivement, on le disait tout à l'heure dans la deuxième table ronde, on rappelait la loi Hamon qui donne la possibilité aux consommateurs de venir, dès l'achat de sa voiture neuve, en période de garantie chez un indépendant. Faut-il encore que l'indépendant soit au niveau? Oui, faut-il qu'il soit au niveau, et je mettrai un bémol sur la table ronde tout à l'heure. Formé. Tous les agents d'assurance ne jouent pas le jeu, donc on va pas se battre entre nous, mais quand même il faut être logique. C'est facile de dire vous pouvez aller où vous voulez, mais surtout aller là plutôt qu'ici. Bon, donc on va pas aller plus loin, merci. La polémique serait trop longue. Non, ce que je aussi, c'est les constructeurs. Il faut qu'ils ouvrent davantage la possibilité aux artisans de pouvoir réparer les véhicules. Parce que avec l'IA, etc., on a beaucoup de difficultés. On a des réglementations qui... On a des réglementations qui, là aussi, sont pour, mais
mais je sais Dans la pas, il réalité, y a des têtes à queue dans les virages, ça, on n'y arrive pas bien. Enfin voilà. Là aussi, c'est pas toujours simple. Ça a toujours été comme ça, en réalité. Oui, c'est pas nouveau. Ça hein. vous surprend pas? Non, avec 48 ans de carrière derrière, non, ça me surprend pas quand même. J'en ai vu quelques-uns. Je parle au nom de tout le monde, pas mon nom. Et voilà, donc c'est des choses aussi sur lesquelles, malheureusement, on n'a pas trop d'emprise, et pourtant, c'est par ça qu'il faut arriver à pouvoir réparer. L'avantage des réparateurs, excusez-moi 2 secondes, l'avantage des réparateurs artisans, c'est qu'ils sont dans tout le territoire. C'est comme les boulangers, on parlait tout à l'heure, voilà. Et c'est pas le cas de certains réparateurs qui ne vont pas trouver l'intérêt d'investir dans des régions désertiques. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. Est-ce que les évolutions technologiques très fortes sont une chance, électrification aussi, pour le monde de l'artisanat automobile? Pour moi, oui. Pourquoi? Moi, je trouve que c'est une chance. C'est extraordinaire de vivre des moments comme ça. Vous imaginez à quelle vitesse on va là? Parce qu'on a toujours évolué. Mais là, on va très très vite. On va tellement vite que même en courant vite, on n'arrive pas à suivre. Donc, c'est quand même intéressant. Après, il faut vraiment vouloir se former, il faut vraiment vouloir suivre. C'est ça la grande difficulté. C'est le travail des nouvelles générations de réparateurs? Voilà, le travail des nouvelles générations de réparateurs, avec le risque que les tout nouveaux qui arrivent dans la réparation, les jeunes, certains sont tellement formés au nouveau maniement des outils qu'ils n'arrivent plus à savoir d'où est venue la panne dès le départ, parce que 70% des pannes, quand le gars arrive, tu sais à peu près ce qu'il a quand même. Hein. Bon, et surtout, tu l'écoutes pas parce que lui, il sait tout, mais il s'est planté. Vous vous rendez compte que demain, il faudra réparer des Xpeng et autres Leap Motors, etc. Oui. Voilà. Et plus les marques françaises qui vont rester les marques européennes, évidemment. Ouais. Moi, ce changement? Ce qui me désole là-dedans, c'est qu'on a voulu européennement, les politiques ont pris une décision que je qualifierais de dangereuse, parce qu'il n'y a qu'en Europe qu'on a pris cette décision. Du coup, les Chinois étant très réactifs, hop, ils ont un petit peu laissé de côté les États-Unis et ils sont venus en Europe pour essayer de nous envahir, ce qu'ils font très bien d'ailleurs. Moi, je suis un petit peu inquiet pour la PFA, pour les constructeurs européens. On a eu l'occasion d'en parler. Voilà, on a eu l'occasion d'en parler. Donc, ouais. Mais les réparateurs, je pense que peu au prou, on sera prêt à réparer les voitures et à relever le défi. Vous savez, j'ai une petite anecdote. J'étais il y a à peu près 3 semaines dans un congrès de médecine, rien à voir, à Chamonix, qui s'appelait Cham, cher Claude, tu vois, ça tombe bien, et sur lequel il y avait le parallèle entre la mécanique versus la médecine par le biais de l'IA. J'ai entendu tout à l'heure une personne ici sur la première table ronde qui disait avec les voitures Tesla, elles sont connectées les unes aux autres, etc. Il faut aussi faire attention à ces choses-là, parce que dans la médecine, ils sont en train aussi Elon Musk est en train d'essayer d'augmenter les capacités physiques des gens par des petites puces, et quand on en aura tous une ici, eh bien, on sera tous connectés et on sera content. Voilà. Donc attention. Merci pour l'anecdote. Je passe le micro à Matt Sengberg, président de la FIGIEFA. On vous a entendu tout à l'heure et je voudrais vous faire réagir sur un angle précis, c'est celui des réglementations, puisqu'on a aujourd'hui eu un accès aux data, aux informations techniques et aux méthodes de réparation, bien sûr, qui est largement permis par les réglementations européennes. On en citera 2, le règlement d'homologation 2018-858, voilà, c'est le RMI, le Repair and Maintenance Information, et puis le règlement CERMI, vous en avez tous entendu parler, qui ajoute les données de sûreté, très précisément, comme par exemple le codage des clés. Est-ce que c'est gagné ? Non. Est-ce que c'est concurrentiel à 100%? Non pour vous? Absolument non. Non. Pourquoi? Parce que on a des réglementations, mais le diable se trouve dans le détail. C'est toujours il n'y a rien sur le coût d'accès aux données. Il y a toujours des combats juridiques contre les producteurs d'automobiles et en réalité, en ce moment, on est en train de révider, de faire une révision de la réglementation 858, le réglementation sur l'homologation. Oui.
sur l'accès aux informations de maintenance. Oui, exactement. Donc, il reste encore beaucoup de travail. Pour donner un accès équitable pour le marché après-vente. D'accord. Donc le combat reste encore à venir. Toujours. Et ça fait partie des missions de la FIGFA. Pour achever cette partie maintenance, je voudrais m'adresser à vous, Dominique Stempfel. Vous êtes président du syndicat du pneu, qui s'appelait avant les pros du pneu. C'est le syndicat du pneu, c'est plus simple, plus direct et c'est compris pour tout le monde. Pourquoi il n'y a plus de professionnels maintenant dans le Si, il y a des professionnels, mais on s'est réservé la possibilité aussi. Il fallait faire une blague pas très drôle, mais bon, voilà, ça y est. On s'est réservé la possibilité aussi de parler au grand public, donc on a gommé le mot professionnel. Le syndicat du pneu, voilà. Alors aujourd'hui, Christophe Boutmy justement citait le fait que le pneumatique est un marché qui est toujours intéressant pour le monde de la maintenance parce que les pneus sont beaucoup plus gros, plus technologiques, plus chers. C'est une bonne nouvelle, ça, pour le côté abordable? Alors, d'abord, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que j'entends des discussions sur les motorisations, les choix, l'avenir, etc. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que demain, quelle que soit la motorisation, il y aura toujours des pneus sur les véhicules. Ça, ok. Donc, oui, alors les pneus sont effectivement de plus en plus chers. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison est consécutive à la guerre en Ukraine, puisque le pneumatique, pour le moment, est un dérivé du pétrole. Qu'on utilise du noir de carbone pour le fabriquer et que le noir de carbone venait essentiellement de Russie. Et puis également, il y a le coût d'énergie pour le fabriquer et puis aussi le coût d'énergie pour le transporter, puisque le pneu est un objet encombrant. Ok. Il y a la SUVisation du parc aussi. Alors ça, c'est aussi un autre sujet qui est pas direct. C'est effectivement le fait que les pneumatiques des SUV sont beaucoup plus gros que le pneumatique des berlines correspondantes. Quand un utilisateur achète un SUV, le concessionnaire ne lui dit pas qu'il va payer ses pneus beaucoup plus cher. Et effectivement, il va les payer beaucoup plus cher puisque c'est de l'ordre de 50 à 100% de plus. Donc ça, c'est effectivement un très, facteur très important. Et justement, c'est pour vraiment être très concret sur notre sujet, comment faire pour maintenir une maintenance abordable et concurrentielle, mais abordable, là, c'est le moins important, parce que l'automobiliste, quand il comprend ça, quand il découvre qu'il va payer 600 € pour changer ses pneus, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a aussi un élément qui est la course à la technologie, qui est assez réjouissante, mais en fait, les manufacturiers cherchent à faire des pneus de plus en plus éco-responsables et de plus en plus sûrs. Bah oui, et ça a un coût. Alors l'automobiliste, il n'est pas forcément informé, quand il achète des pneumatiques, il cherche à cibler le prix qui s'est mis en tête. Et malheureusement, il va bien souvent chercher des produits de niveau inférieur, sans pour autant prendre en compte des considérations d'ordre sécuritaire ou des considérations de longévité. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et donc effectivement, cette descente en gamme, en réalité. Absolument, et ça se traduit dans les chiffres, puisque les analyses ou les suivis qu'on peut faire sur le plan statistique montrent qu'aujourd'hui, un pneu sur 5 acheté en France est un pneumatique budget, très souvent d'origine asiatique. C'est tout en bas? C'est tout en bas. C'est tout en bas. Un pneu sur 5. Un pneu sur 5. Et à l'inverse, pour la première fois, la part des pneumatiques premium est descendue en dessous de 50%. Ce qui est un choc sur un marché qui est traditionnellement orienté vers les pneumatiques haut de gamme. Alors, quelle est la réaction des manufacturiers, des grands manufacturiers, Michelin, Goodyear? Alors, les manufacturiers, ils essayent de s'adapter. Il y a une légère baisse des pneumatiques aujourd'hui en termes de prix, mais ils cherchent aussi à conforter leur position au travers de technologies très abouties. D'accord. Quelles sont les innovations technologiques à court terme, en quelques mots? Alors les innovations technologiques, elles sont à deux niveaux. La première révolution qui a été initiée il y a une trentaine d'années alors on ne va pas remonter aussi loin quand même. Si, il faut remonter aussi loin. Pourquoi? Parce que c'est les premiers pneus verts qui sont apparus sur le marché. Oui, bien sûr, c'est vrai. Et les choses s'accélèrent aujourd'hui puisque on cherche à avoir des pneumatiques de plus en plus écologiques. Ça porte effectivement sur la fabrication, mais ça porte aussi sur les matières premières, puisque les grands manufacturiers sont tous donnés rendez-vous en 2050 et sont engagés à ne mettre sur le marché que des pneumatiques sans faire appel à des produits, des matières premières pétro-sourcées. Pétro-sourcées. Voilà, en faisant appel à des matières premières
biosourcées, donc issues du végétal, ou éco-sourcées, issues donc de l'économie circulaire. Mais bon, les prix risquent de monter. Les prix vont forcément monter, ça c'est évident. Donc on peut pas à la fois vouloir la transition écologique et la baisse des prix. Non, dans le pneu, c'est pas possible. Non, ça c'est clair, d'autant plus que s'ajoutent des contraintes réglementaires supplémentaires. Alors il y a aussi cette histoire de puce RFID pour terminer. Oui. Alors, je veux juste dire un mot avant, parce que c'est un souci aujourd'hui. C'est en fait, puisqu'il y a plus, ou il y aura de moins en moins de pollution issue de l'échappement, et donc aujourd'hui, la pollution ou l'émission de particules émises du freinage ou des pneumatiques est ciblée. Et donc, là aussi, les manufacturiers réagissent, essayent de mettre sur le marché des pneumatiques qui s'usent moins, donc qui, parallèlement, consécutivement, produiront moins de particules. Plus cher, plus durable, plus écologique. C'est quand même un peu ça c'est absolument qui se dessine. Juste un mot, s'il vous plaît, sur les puces RFID. Alors, les puces RFID, voilà, je vous en ai amené une, là. Voilà. Donc ça répond... Je ne sais pas si on peut le prendre à la caméra. Oui, on l'a. C'est très compliqué de montrer. Hein. La puce RFID, elle répond à l'obligation de doter chaque produit manufacturier d'un passeport numérique. Donc ces puces RFID, elles vont se trouver dans tous les pneumatiques commercialisés à l'horizon 2028-2030. Elles vont permettre de suivre le pneumatique depuis sa sortie d'usine, tout son parcours logistique, la maintenance, et ça va aller jusqu'à sa mise au rebut et sa revalorisation. Donc ça, aujourd'hui, les manufacturiers sont organisés, puisqu'ils sont aujourd'hui une douzaine réunis au sein d'une association qui s'appelle DGSO, qui a défini un standard de lecture des puces dans lequel il y aura... Pour que ça coûte pas cher. Ça coûtera pas cher, ça c'est sûr. Que l'intégration soit neutre en termes de coût, ou quasiment neutre. Et d'ailleurs, ça sera une thématique du village du pneu sur Equipoto 2025. Absolument. Voilà. Donc juste le point sur lequel je veux insister, c'est que les manufacturiers sont organisés. Il faut que la filière aval s'organise aussi pour lire en fait cette puce au niveau logistique et puis également au niveau maintenance. Et ça, c'est demain. Donc moi, je vous lance une alerte quand même. Penchez-vous sur le sujet et équipez-vous. On sait qu'il y a du travail là-dessus. Sandy. Merci Emmanuel. Après avoir parlé maintenance, on va maintenant parler avec nos spécialistes de la réparation collision. Merci encore Guillaume, David et Geoffroy d'être avec nous sur Extra Mile. Vous allez tenter de répondre à une question plutôt simple, en tout cas en apparence. Quels sont les leviers pour conserver des polices d'assurance abordables avec en creux, contenir les dérives du coût moyen de réparation automobile, tout en maintenant un haut niveau de partenariat avec le monde des carrossiers? Voilà le thème. Et oui, vaste sujet. Guillaume Poncini, je vous donne la parole en premier. Merci d'être là. Vous représentez Allianz, qui est sur le podium des premiers assureurs mondiaux. Je ne sais pas quelle place, mais en tout cas sur le podium. En France, vous êtes l'assureur de 5,2 millions de clients, toute activité confondue, 8500 collaborateurs. En Allemagne, il y a 20 000 collaborateurs, je crois. Face au constat qu'on a effectué tout à l'heure, et notamment avec Rodolphe Pouvreau de SRA, de hausse du coût de réparation. Comment est-ce que vous pouvez vous engager, vous, assureur, pour contrer ces évolutions et éviter les phénomènes de non-assurance ou de mauvaise assurance? Alors peut-être un mot pour commencer sur la concurrence, parce que c'était le thème aussi précédent. Comme ça a été rappelé tout à l'heure, la concurrence du côté du marché d'assurance français, on connaît plutôt bien, puisqu'on est a priori le marché le plus concurrentiel en Europe, voire potentiellement plus. Tout à fait. Donc c'est déjà une forme d'engagement de se dire qu'on est dans un marché extrêmement concurrentiel, donc qui nous incite structurellement à être extrêmement exigeant en termes de maîtrise des coûts et à être en permanence dans la recherche d'un optimum, d'un fonctionnement optimal pour maîtriser ses coûts, sans quoi on perd instantanément des parts de marché. Et donc forcément, en termes de gestion d'entreprise, c'est plutôt un mauvais signal. Et il est très facile de changer d'assureur aujourd'hui, de toute manière. Il est très facile. Une volatilité du portefeuille des assurés. Je ne fais pas le sondage parmi l'audience de qui trouve qu'il paye trop cher son assurance et qu'elle augmente trop vite. Mais ça donne, on a tous ce ressenti sur une assurance trop chère et dont les cotisations augmentent trop vite qui, illustre bien cette intensité concurrentielle. Pour commencer, pour répondre à la question, je vais enfoncer une porte déjà largement ouverte tout à l'heure. Du point de vue de l'assureur, le premier levier, c'est réparer à chaque fois où c'est possible. Alors bien sûr, il y a déjà, on a vu les chiffres, une grosse partie des sinistres qui font l'objet d'une réparation.
Mais nous, notre premier engagement, c'est de chercher systématiquement, tout au long de la chaîne de gestion du sinistre, à atteindre cet optimum de réparabilité. Donc effectivement, on a parlé d'index de réparation, on a parlé de choses qui doivent permettre d'aligner au final les différents acteurs, l'expert, le réparateur, l'assureur auprès de ce constat, dans le contexte d'un libre choix du réparateur, qui là aussi est un peu une spécificité française. Donc ça implique aussi l'usager, l'assuré, qui doit être sensibilisé, même dès la souscription du contrat d'assurance, sur le fait que réparation, usage de la pièce de réemploi, tous les leviers doivent permettre de maîtriser le coût moyen, donc à la fin aussi la cotisation d'assurance les années suivantes. Et on sait aujourd'hui qu'on utilise plus de réemploi qu'on n'en a jamais utilisé. Je crois que c'est 15% des dossiers qui comportent au moins une pièce de réemploi. C'est les dernières stats. Alors j'y arrive, c'est effectivement, pour revenir sur la pièce de réemploi, quand on regarde, alors forcément je parle des chiffres à Allianz, on voit effectivement qu'entre il y a 2 ans et aujourd'hui, on est quand même sur une hausse très significative. On parle d'un doublement quand même. Effectivement, après, c'est une question de marché, de la pièce disponible, de la pièce commandable, de la pièce visible dans les outils de chaque acteur de la chaîne, que ce soit l'expert, que ce soit le réparateur. Donc je pense qu'il y a encore des améliorations à apporter à cette fluidité de l'usage de la pièce de réemploi. Si je fais le lien aussi avec le thème global sur la décarbonation, la durabilité, comme ça, si on veut être frugal, la pièce de réemploi, elle existe déjà, elle ne va pas générer du carbone supplémentaire. Donc il y a vraiment un intérêt global, y compris dans cette perspective de maîtrise des coûts, à l'utiliser au maximum. Juste un chiffre pour Allianz, on est d'ores et déjà sur entre un sinistre sur 4 et un sinistre sur 5 où on utilise au moins une pièce de réemploi. Sur les véhicules de plus de 15 ans, véhicules de plus de 15 ans, c'est 1 sur 2. Donc on voit qu'il y a quand même vraiment du potentiel. On n'est pas encore à cet optimum de marché. En tout cas, nous, on s'engage à vouloir, à toutes les étapes de la chaîne, en maximiser l'utilisation. Et il y a encore de la marge pour aller chercher ça. Et je crois que d'ailleurs que vous avez récemment fortement concentré votre panel des constructeurs, donc de centres VHU, sur des critères justement de démontage de véhicules pour produire de la pièce de réemploi. Effectivement, le but c'est d'aller au bout de la chaîne et de vraiment enclencher un fonctionnement circulaire avec tous les acteurs. Processus vertueux. Et faire en sorte que ce soit structurellement vertueux pour chaque acteur, encore une fois, sinon on va s'épuiser. Il faut que l'incitation soit là sur tous les maillons de la chaîne. Il y a un deuxième sujet qui est celui des bris de glace. Ça fait hurler les assureurs, ça, aujourd'hui. Parce que le prix flambe aussi. Le prix des pare-brises, par exemple, plus 10% sur une année glissante à fin juin dernier, plus 10%, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, plus 10%, il y a des pièces, certains pare-brises, c'est plus 50% quand on se projette un an en retard. Alors que là, on a sur le marché des acteurs qui font de la pub en disant on répare, n'est-ce pas? Alors, il y en a qui font de la pub pour on répare. Il y en a qui font de la pub pour les cadeaux qui vont avec le remplacement du pare-brise. Pour les cadeaux qui font une Switch, une Xbox. Alors, ça a été rappelé tout à l'heure. L'assurance, c'est un principe de mutualisation. Donc, tout le monde contribue. Comment peut-on pas imaginer que les prix montent à cause des cadeaux qu'on fait aujourd'hui? On peut l'imaginer si on le laisse faire, en fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment un problème de société. C'est que on parle de pratiques quand même frauduleuses, extrêmement problématiques. Ça a généré des comportements frauduleux? Évidemment, enfin, vous voyez, quand on va vous inciter à venir chez un acteur qui va vous donner un cadeau d'une valeur de plusieurs centaines d'euros, sans contrepartie, on va casser son pare-brise. Les centaines d'euros, ils sont quelque part, quoi. Ils sont dans la cotisation d'assureur. C'est les assureurs qu'on critique sur la hausse des cotisations. Encore une fois, libre choix du réparateur. Donc, on reste pas les bras croisés face à ça. On a mis un certain nombre de dispositifs en place, de plafonnement, d'annonce d'un maximum, d'une indemnité maximale dès le moment de la déclaration. C'est ce qu'on appelle le capping, c'est ça dans le Voilà, le plafonnement de l'indemnité. Tout ça est inclus dans nos dispositions générales et c'est annoncé dès le début aux clients. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, en fait, d'avoir un assainissement de ce fonctionnement de marché qui, au final, ne fait que encourager à la critique de tous les acteurs qui, eux, sont vertueux. Donc ça, c'est vraiment un problème de fond. Et qui nous amène aussi, nous, assureurs, à mettre de plus en plus de barrières ou de garde-fous pour limiter les comportements délictueux, qui sont au détriment aussi des autres assurés qui ont plus de choses à prouver ou à mettre en avant auprès de leur assureur pour bénéficier d'une prestation à laquelle ils ont droit. Un dernier sujet qui est montant aujourd'hui, c'est l'électrification. Les cartes de la réparation collision vont être rebattues avec l'électrification, avec le véhicule électrique.
Et le coût de réparation peut lui aussi rapidement exploser. Hein. On a des cas. Est-ce que ça peut vous, et on verra ça tout à l'heure avec David Thévenot, tout à l'heure, c'est-à-dire très très vite, là, dans quelques minutes, est-ce que ça peut vous pousser à modifier vos relations avec vos réseaux d'experts et de réparateurs agréés? Bien sûr, nous, de toute manière, en tant qu'assureur, on accompagne les transformations et les évolutions de marché, donc on doit aussi s'adapter à ces tendances de fond, que ce soit l'électrification, la voiture connectée, la généralisation des ADAS, la généralisation aussi de pratiques comme le gigacasting de construction, tout ça qui va venir potentiellement soit générer des coûts en plus, si toutes les voitures sont équipées d'ADAS, dès qu'il y a un choc, dès qu'il y a une pièce endommagée, on a un forfait de recalibrage des ADAS en plus, donc ça c'est aussi une facture qui augmente, et donc un coût moyen qui augmente, et donc une cotisation pour le client à la fin qui augmente. Pour tout ce qui touche à l'électrification, bien sûr, ça dépend de la manière dont nos partenaires vont devoir s'équiper. J'ai entendu parler de formation, j'ai entendu parler d'équipement aussi des ateliers, d'enjeux de sécurité extrêmement structurants. Donc tout ça, ça devient forcément des critères qu'on prend en compte dans la manière dont on anime et dont on agrémente nos réseaux agréés. Très bien, ça veut dire que vous allez les qualifier, les carrossiers, sur des critères qui sont liés aux habilitations, des choses comme ça. Hein. Les qualifier, je ne veux pas vous relancer trop, mais... Pour nos partenaires agréés, forcément, ça fait partie d'un cahier des charges qu'on doit établir de manière commune. Qui est en train d'être construit. C'est ça. Tout à fait, ouais, tout à fait. Je m'adresse à vous, David Thévenot. Vous représentez Covea, pas plus ou pas moins d'un sinistre sur 4, pas très loin, hein, entre 1 sur 5 et 1 sur 4, quoi. Les bonnes années. Je vous laisse poursuivre et peut-être réagir aux propos de Guillaume Poncini sur le bris de glace déjà. Merci Emmanuel pour la question. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, le bris de glace, c'est un sujet qui est devenu majeur depuis presque 10 ans. Chez Covea, donc pour les clients MAF, MMA, GMF, c'est près de 500 000 dossiers à l'année, le bris de glace. Et depuis 2022, on met en place des expertises parce que c'était une garantie un peu d'urgence. On avait des parcours clients un peu trop simples. Le client lui demandait, quand il n'allait pas chez un garage agréé, de nous envoyer la facture pour un remboursement rapide. Et on s'est rendu compte, effectivement, sous fond d'attractivité cadeau, d'explosion un petit peu aussi des certains postes facturés, comme la main-d'œuvre, la quantité aussi de kit-call ou le prix des pièces, qu'on avait quand même un écart de 40 à 60% de prix par rapport à un parcours agréé. Donc 40 à 60%, c'est pas de l'ordre de la normalité. Donc on met en place à peu près 30 000 expertises par an pour contrecarrer ces pratiques, donc, qui ont été facilitées par les cessions de créances. Hein, la pratique de cession de créances, c'est-à-dire que c'est le fait accompli, on envoie à l'assureur la facture qui sont montées, avec une autorisation du client. Bon, on a mis des expertises pour ne pas régler 100% de ces factures. On a subi des injonctions de payer. Donc on est en judiciaire depuis maintenant quelques mois. Et à compter du 1er janvier 2025, nos assurés seront obligés de nous déclarer préalablement tout sinistre bris-glace, comme ils le font en collision, comme ils le font en santé, comme ils le font en habitation. De vous déclarer à vous, assureur. Voilà, on revient à la normalité, aux fondamentaux de l'assurance. Ok, donc lutter contre l'inflation irraisonnée des prix du bris-glace, c'est le premier engagement quelque part. Voilà. Covea a également édité le 30 mai dernier, je cherchais la date, un livre blanc de la réparation automobile. En quelques mots, quels sont les engagements de ce livre blanc ? Alors, le virage que l'on prend, nous, pour lutter contre l'inflation du coût de la réparation, qui est beaucoup porté par le prix des pièces. Hein. Donc c'est vrai que les carrossiers ont la pression, en augmentant leur chiffre d'affaires, finalement, d'aller vers de la rentabilité, ce qui est finalement pas forcément si vrai que ça. Donc il y a un gros sujet autour de ça. On n'a pas parlé aujourd'hui tellement de la directive CSRD, mais ça va nous obliger, nous, à être comptables de notre consommation carbone interne au groupe et externe, donc via nos partenaires. Donc la directive qui vous contraint à mesurer la totalité des émissions carbone. À déclarer à compter du 1er janvier 2024 toutes nos consommations. D'un acte de réparation, y compris chez le carrossier. Voilà. C'est ça. Donc face à ça et face à l'augmentation du coût de la réparation, chez Covea, donc on a pris le virage de la réparation durable. Donc c'est comme disait Guillaume, c'est réparer plutôt que remplacer. Ça, tout assureur bien formé connaît cette formulation. Et quand c'est pas possible, d'aller vers une pièce de réemploi. Donc ça tient sur un post-it. On a voulu dans le livre blanc décliner tous les cas d'usage sur le bris-glace, parce que le bris-glace, on parlait des non-agréés qui remplacent des pare-brises à des prix parfois assez exorbitants. Ils oublient surtout un élément fondamental, c'est qu'un pare-brise, ça se répare. Comme des optiques de phare d'ailleurs, tout se répare. Et donc face à ça, donc, nous on a engagé via le livre blanc et via un certain nombre d'actions, un programme complet lié à la réparation durable. Donc je vais vous en livrer quelques idées. Ouais, très rapidement, certaines ont les déjà, idées principales. Voilà, les idées principales, il y en a 4.
La première tourne autour du nombre d'heures. Un carrossier aujourd'hui, pour faire un chantier rentable, et on n'a pas honte, on n'a pas peur d'annoncer cette notion de rentabilité, c'est pas tabou chez Covea. Pour faire un chantier rentable, il y a besoin d'un nombre d'heures. De nombre d'heures qui va réellement exercer sur le véhicule, mais aussi de quelques heures parfois qui vont lui permettre finalement d'asseoir sa rentabilité et d'oublier que même si la pièce neuve et la distribution, on la respecte au plus haut niveau chez Covea, on a des accords de partenariat avec PHE, avec AAG, y compris sur la pièce de remploi avec Back2Car, on veut que nos experts, les réseaux d'expertise, ouvrent les yeux sur cette logique de nombre d'heures. Donc il faut que les experts passent... Vous voulez dire donner du temps au carrossier pour faire le chantier, mais aussi pour être rentable dans son chantier. Okay. Et donc c'est passer d'une logique purement technique, il me faut 10 heures, eh bien, tu auras 10 heures. Covea dit non. S'il lui faut 12 heures, 13 heures, 14 heures pour éviter de consommer une pièce, éviter de la logistique, de la fabrication de matière et un bilan carbone qui va être déplorable, nous, on veut que les experts aillent vers cette logique technico-économique. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. On a fait des concertations avec des groupes de réparateurs, avec la FRCI, que je salue au passage, Alain Custet et Patrick Cléris notamment, et puis des experts pour effectivement se dire les choses. Et on a vraiment mis le doigt sur ce problème-là. Il faut qu'on soit capable de délivrer des heures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la formation, la technicité, la capacité aux carrossiers artisans, et je vais rajouter ce terme d'artisan que je n'ai pas entendu depuis le début de la journée, parce que voilà, on oublie malheureusement, on oublie un peu trop qu'un carrossier est un artisan. Si le carrossier aujourd'hui n'est qu'un client acheteur de pièces et poseur de pièces, dans 10 ans, il n'y a plus de carrossier. Donc il faut absolument que la formation à la réparation, et donc chez Covea, on a un technocentre qui s'appelle 16 France, dans le secteur de Poitiers, qui nous permet de pousser très très loin la réparation, y compris en certifiant du matériel et en conseillant les carrossiers dans leur programme d'équipement. Et donc on va renforcer ce pilier avec tout un programme sur la réparation durable et des formations très très spécifiques. Le troisième volet, c'est l'innovation. L'innovation, ce n'est pas l'ennemi de la maîtrise des coûts. Et là, j'ai en tête un sujet que vous avez probablement dû voir si vous êtes bien informé, c'est l'impression 3D. Parce que trop souvent, un bloc radar, un bloc lidar, un radiateur, un optique va à la poubelle parce qu'il y a une fixation qui s'est cassée dans le choc. On en a beaucoup parlé, en effet. La plupart de nos chocs, c'est des chocs avant. Et il se trouve que nos amis constructeurs, quand ils fabriquent des pièces, ils ne fabriquent pas toujours les kits de réparation. Ça, on l'a constaté depuis quelques années. Pas toujours, c'est-à-dire pas souvent, voire très rarement. Et donc, un kit de réparation, ça coûte quelques dizaines d'euros, alors que la pièce, ça peut coûter 1500, 2000, 3000 euros, et c'est du gaspillage de matière. Donc, avec une entreprise bordelaise, on a mis en place une certification de pièces. On a aujourd'hui plusieurs dizaines de pièces qui sont disponibles à l'achat via le site de Service France. C'est-à-dire vous devenez vendeur de pièces. On fabrique le kit de réparation, on le brevette, on le certifie. Mais c'est pas dans votre métier, ça, quand même. Eh ben, l'assureur doit inventer. L'assureur, dans son ADN, il y a l'innovation. Vous voulez pousser les constructeurs vers la réparabilité. Et si demain, nos amis constructeurs fabriquent ces kits de réparation, on sera bon ami et on arrêtera de fabriquer des kits 3D. Okay. Voilà. Et le dernier point de notre programme, il est peut-être le plus important, c'est de remettre de l'humain dans les relations entre les carrossiers et les experts. C'est ce qu'on appelle le contradictoire. C'est ce qui permet au carrossier d'avoir le sourire quand il fait une réparation et à l'expert de bien faire son travail. Et donc ce contradictoire, il a peut-être été un petit peu négligé ces dernières années par l'expertise à distance, le aller trop vite. Acquiescement de Robert Bassol. Et ne plus partager. Voilà, on est en train de faire un tour de France avec nos prestataires. C'est des paroles qui portent et qui ont du sens. Donc le contradictoire, on veut vraiment le remettre au cœur des relations entre les parties prenantes. Et donc on va éduquer, former et veiller à ce que ça soit fait au quotidien pour que les carrossiers puissent être entendus. On a le droit de se tromper. On peut essayer une réparation qui ne marche pas, je pense que ça vous est déjà arrivé, mais les 2 heures que vous avez passées ou l'heure que vous avez passée à tester, elle doit être prise en compte par l'expert, même si derrière il y a une commande de pièces d'occasion ou de pièces neuves. Donc tout ça c'est du bon sens et c'est le virage que Covea souhaite prendre pour les années futures. Merci pour ça au nom des carrossiers et des organisations professionnelles qui vous le disent depuis des années, il faut bien le dire, donc vous avez écouté. Bravo. Vous vouliez, pour terminer votre intervention, nous montrer un exemple précis, ça concerne la voiture électrique. Et ça va être très marquant. Donc je crois qu'on avait des petites photos. Comme dirait Jérôme Commandeur, attention, c'est le moment où ça va décoller du papier peint. Le hashtag Promanet, donc à gauche vous avez un véhicule qui, ma foi, on a l'impression qu'il sort de l'atelier ou qu'il sort de la concession. Il est en très très bon état. Je voulais donc vous raconter cette petite histoire. Ce véhicule, il est descendu d'un trottoir. Vous n'avez pas 2 minutes 40 pour ça, je vous le dis tout de suite. Ce véhicule est descendu d'un trottoir et le carter de la batterie a été abîmé. On peut dire qu'il a été abîmé. Déclenchement de la ceinture de sécurité, blocage de l'airbag, en tout cas, l'airbag, le calculateur d'airbag s'est bloqué, donc protocole du constructeur, c'est qu'il faut changer la batterie.
Sur un véhicule comme ça, changer la batterie, c'est 19 000 € de travaux. On peut montrer derrière les diapos des rapports d'expertise. Voilà, ça c'est un premier rapport, donc on voit le prix. Hein. Donc là c'est 19 000 € de travaux et la valeur de ce véhicule est quand même de 18 000 €. Donc c'est pas un véhicule j'ai entendu tout à l'heure le patron du Bon Coin qui nous donnait un peu les repères en termes de valeur, c'est pas rien, c'est un véhicule de 18 000 €, il mérite pas d'aller à la poubelle. Donc ça veut dire quoi? Twingo poubelle? Twingo poubelle, Okay. Megane E-Tech poubelle, et puis on peut citer aussi les Fiat 500 parce que c'est des véhicules qui sont très très répandus, donc on a au quotidien ces cas-là. Nous, on est vent debout contre ces situations, on bloque les véhicules, on demande aux experts de contrôler les batteries, et si la batterie, ce qui était le cas pour ce véhicule-là, est en bon état, parce qu'on nous dit mettre une batterie neuve ou une batterie remanufacturée, on ne sait pas d'où elle vient, donc si la batterie est en bon état, et donc on a un échange en ce moment avec la DAVF de chez Renault, on a bloqué des Megane E-Tech chez SSV France, on veut vraiment formaliser ça de manière incontestable. Donc ce véhicule-là a été d'expertise. réparé, voilà, on a insisté, ça nous a pris 3 mois, donc c'est pas rien pour le parcours du client, mais je crois que le client doit être aujourd'hui content de rouler avec son véhicule. Si on lui avait mis son véhicule à la poubelle, là je m'adresse à ceux qui sont sur le marché de la vente de voitures, je ne pense pas qu'il aurait racheté un véhicule électrique. Donc on l'a réparé pour 6 573 €. Vous voyez le delta, 18 000, 6 500. Un client qui conserve son véhicule. Et la fois d'après, on fera mieux. On ne mettra pas 3 mois. On mettra un délai normal d'expertise. Et on veillera à ce que la batterie soit contrôlée. Donc la réparabilité des batteries, c'est un vrai sujet d'actualité. Si on veut que le parc de véhicules électriques se développe. Sinon, je ne donne pas très cher du modèle économique sur les batteries et les véhicules électriques. Merci de cet exemple très important, effectivement, David Thévenot, et on parlera de réparabilité en fin de table ronde, dont on approche dangereusement, il faut faire vite. Geoffroy Fontaine, vous représentez Solera. On va quitter le rapport d'expertise. Ça y est, maintenant tout le monde a noté que c'est plus de 6 500 € au lieu de 18 000, c'est déjà bien. Solera, c'est Sidexa, hein, voilà, ou Capteur maintenant, hein, le nom du catalogue de chiffrage. Alors pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Parce que vous poussez des solutions qui permettent d'arbitrer entre remplacement et réparation. Donc vous êtes des acteurs de la réparabilité, des acteurs indirects, mais des acteurs quand même, d'aide à la décision. Donc là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse vite parce qu'il y a plus de secondes. Je vais essayer d'être concis. Effectivement, nous, on a pour vocation de venir optimiser, surtout, le montant de ces réparations sur la chaîne de valeur qui est la gestion du sinistre dans son ensemble, soit au travers du chiffrage, soit au travers des processus de gestion de sinistre côté assureur. Alors, en ce qui concerne la partie chiffrage, elle est au-delà du fait que la précision du chiffrage est absolument fondamentale dans la maîtrise des coûts. On va mettre à disposition du réparateur certains leviers, comme notamment un outil qui s'appelle RVR, qui est réparation versus remplacement, qui est l'outil qui doit être utilisé justement dans le cadre du contradictoire qu'évoquait David à l'instant, pour que tout le monde puisse y trouver son compte finalement. Mais ça ne s'arrête pas à ça, on va également venir proposer des alternatives à la pièce d'origine au travers de pièces de remploi, notamment avec Précis de chez Indra. Voilà. Après, il y a d'autres solutions, je ne vais pas m'étendre dessus pour optimiser un peu le travail côté réparateur et lui permettre d'améliorer sa productivité, notamment via l'IA. Ouais. Et en ce qui concerne la partie gestion des sinistres et amélioration des processus, là c'est des choses assez standards qui vont permettre justement de faire gagner du temps, soit par le biais de flux automatiques de décision en fonction de certains critères, ou les expertises à distance, les visio-expertises, etc. Qui sont des solutions que l'on connaît bien aujourd'hui et qui se développent et qui donnent des résultats, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et en particulier avec Alexis Merkling de France Assureur, c'est que l'optimisation du métier d'assureur aujourd'hui est très forte en France par rapport à d'autres pays en Europe. Alors, il y a du nouveau. C'est David qui en parlait juste avant, de cette obligation de prouver ou de montrer ou de calculer et de tracer finalement les émissions de CO2 totales. Et vous avez développé un outil qui permet, pour un ordre de réparation, le moindre ordre de réparation chez un carrossier, de savoir quelle est la consommation de CO2 liée à cette opération, et aussi d'arbitrer entre remplacement, réparation, pour optimiser ce critère-là. Ce qui fait qu'indirectement, vous allez pousser à la réparation aussi. Oui, bah effectivement, en fait, dans le cadre de la CSRD,
Les assureurs, David en parlait, sont dans l'obligation de publier des rapports extra-financiers sur les émissions de carbone. Donc, nous proposons une solution pour mesurer l'ensemble des émissions de carbone de tous les sinistres chez un assureur. Mais également, nous allons intégrer très prochainement cette mesure au sein de l'outil de chiffrage pour que le réparateur soit en mesure instantanément, lorsqu'il réalise un chiffrage, d'en mesurer le bilan carbone. Et donc ça va permettre justement de donner les arguments aux sinistrés et ainsi de lui proposer, de lui montrer factuellement les impacts de la réparation versus du remplacement ou les impacts d'une pièce issue de l'économie circulaire. Dans d'autres pays en Europe, c'est déjà mis en œuvre ou dans le monde? Oui, on est en train de le déployer au niveau mondial. Vous avez déjà des résultats tangibles en termes d'évolution de la réparabilité, de la réparation plutôt? Alors c'est encore un peu tôt parce qu'on le lance en 2024, mais nul doute que le fait de pouvoir mettre des métriques justement sur ces indicateurs vont aider et les assureurs et les réparateurs à tirer dans la même direction. Très bien. D'où l'importance d'avoir des métriques communs. Voilà, c'est pour expliquer effectivement que, à certains moments, la transition écologique peut rejoindre la profitabilité des ateliers, puisque dans ce cadre-là, quand on arbitre en faveur de la réparation, on vend des heures. Donc on peut faire se marier finalement les deux bons aspects d'une transformation profonde qui est celle que connaît le monde de la réparation collision. Sandy. Merci beaucoup Emmanuel. C'est le meilleur moment pour poursuivre cette table ronde avec le plat de résistance, la maintenance des véhicules électrifiés. Pour nous en parler, deux intervenants à mes côtés sur le desk. JIPA qui va délivrer les principaux enseignements d'une étude sur la maintenance de ces véhicules en Europe. Et puis en France, avec le réseau Midas qui témoignera de son engagement en faveur d'une maintenance durable, incluant l'électrification. Avec vous, Julien Courreau. Madame Benedetto, on commence avec vous. Vous êtes la CEO de JIPA. Dans les pays d'Europe du Nord, les parcs sont beaucoup plus électrifiés que dans le sud de l'Europe. La maintenance a-t-elle changé en fonction du niveau d'électrification? Merci Sandy pour cette question. Oui, en effet, je pense que ce sujet a été un petit peu évoqué. Peut-être que pour commencer à illustrer ce propos, je répondrai peut-être par deux questions et on essaiera de les analyser. La première, c'est essayer de répondre à comment justement cette électrification du parc joue sur la prévente, quels sont les impacts. Et la deuxième, comment on s'y prépare justement. Beaucoup d'éléments ont été donnés déjà, mais peut-être pour poser un petit peu de cadre, on a parlé de volume de véhicules électriques et de beaucoup de chiffres. Chez JIPA, on aime bien analyser les données. Donc j'aimerais peut-être commencer par quelques éléments factuels. Vous voyez que dans le graphique s'affichent les immatriculations de véhicules électriques pour 7 pays européens. Donc nous sommes à peu près en 2024 à 3,8 millions de véhicules électriques dans ces 7 pays. Alors sans surprise, bien sûr, le premier de la Ligue, c'est pas l'Euroligue, c'est l'Euro 7, c'est l'Allemagne avec 1,4 million de véhicules électriques, suivi du Royaume-Uni et de la France. Et tout de suite, on voit qu'il y a deux groupes en Europe qui se détachent. C'est le groupe de ces 3 pays, je dirais, précurseurs. Et après, nous avons un petit peu les pays du Sud, je dirais l'Italie, l'Espagne, le Portugal, un peu plus à l'Est, la Pologne. Donc les 3 premiers représentent 80% du volume de véhicules électriques sur ces 7 et le reste 20%. En termes de parc automobile, ce véhicule électrique représente sur ces 7 pays 1,9% du parc. Ça veut dire que c'est faible encore. Hein. Tout à fait. Je suis là. C'est faible. On est encore sur des parcs faiblement équipés. C'est vrai qu'on ne s'entend pas très bien quand on est sur le plateau, on nous entend mieux dans le public. Je parle plus fort alors. Non, ça va très bien. Je vais me rapprocher de vous d'ailleurs, ça sera mieux. D'accord. Donc c'est vrai que c'est une dynamique qui est là, on en a parlé. Je pense que ce qui est important de remarquer, qu'on ne voit pas dans ces chiffres, c'est que depuis 2-3 mois, ces ventes baissent. Il y a eu une stagnation et une baisse. Par exemple, il y a 30% de véhicules électriques vendus au moins par rapport à l'année dernière, le mois dernier. Donc c'est vrai qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, c'est sans surprise, parce que on lit tous les infos. Il y a des nouvelles réglementations de taxation de véhicules électriques chinois, qui sont les véhicules qui, en effet, se vendaient le plus. Et en plus, les subventions s'arrêtent. Donc tout ça est très lié. Donc qu'est-ce qu'on fait chez JIPA? On essaye de donner des forecasts, des scénarios,
Et donc, on a fait plusieurs scénarios. Il y a ce qu'on appelle un scénario pessimiste, optimiste et neutre. Et là, vous voyez un scénario jusqu'à 2030. Je peux vous donner aussi les chiffres jusqu'à 2035. Mais vous voyez que le parc, depuis 2019, électrique se développe, sans surprise. Maintenant, il y a surtout le pur électrique qui se développe, l'hybride un petit peu et le plug-in très peu. C'est uniquement 8% des immatriculations. Donc aujourd'hui, on parlait de volume, je crois ce matin, on a à peu près 4 millions de véhicules électriques en Europe, comme on a vu, et notre prévision pour 2030, c'est environ 35 millions, et 2035 environ 49 millions, c'est-à-dire quasiment 50 millions de véhicules. C'est notre, bien sûr, cette hypothèse peut changer puisque si les réglementations changent, si les taxes changent, etc., les subventions jouent beaucoup, ça pourrait évoluer. Mais c'est intéressant de poser les chiffres. Donc, alors, comme vous avez encore 8 diapos, il faut aller plus vite sur chacune des diapos. Je vais faire. Donc, les immatriculations en Norvège. Pourquoi la Norvège? Chez JIPA, on a fait 4 études depuis 2020 sur la Norvège. Alors, vous me direz, on ne peut pas comparer la Norvège aux 7 pays européens, et vous avez raison. Seulement, c'est important de voir que cette évolution est allée vite, et c'est ce qui s'est passé en Europe. En Norvège, même si ça allait très vite, si vous pouvez voir à droite, vous voyez que le parc norvégien est encore à 61% du thermique. Donc, à pas oublier cet équilibre encore, l'inertie du parc qui veut qu'aujourd'hui, si on veut réparer le parc, on a tout de même un parc thermique et il faut se préparer pour ce parc électrique qui arrive. La deuxième question, c'était quels sont les impacts? Eh bien, on voit par exemple en Norvège, les impacts, c'est aujourd'hui, il y a clairement une réduction du nombre d'entrées ateliers par véhicule, en moyenne. Donc vous voyez sur votre gauche le parc norvégien de 0 à 9 ans, parce qu'on a bien vu qu'il a commencé en 2014. Et par rapport à un véhicule thermique, il y a 1,8 entrées par année et un électrique 1,6. Qu'est-ce qui se passe si on compare avec les pays en Europe? Eh bien, on voit que c'est moins 27%. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que le parc est plus jeune, donc les véhicules ont tendance à être un petit peu, à avoir moins de réparations. Et surtout, c'est que là, on voit aussi que il y a des habitudes de conduite qui sont pas les mêmes, et les intervalles de réparation, de révision sont plus longs. Ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, à qui profite cette nouvelle technologie? Eh bien, clairement, si c'est un parc jeune, on va avoir le réseau constructeur avec 53% de part de marché et l'IAM avec 47%. En Europe, si on voit que le reste des pays de l'Europe de 0 à 6 ans, vous voyez que l'OIS a 76%, puisque c'est un parc plus jeune, donc ça semble relativement logique. Mais regardez la différence en pourcentage de points, c'est plus 32%. Pourquoi? En Europe, on a encore un retard dans la certification des réparateurs et dans l'équipement des réparateurs par rapport à l'OIS. 95% des agents R1 et R2 sont équipés et formés pour réparer les véhicules électriques. Et ce n'est que 20% pour les garages indépendants sans enseigne. C'est un chiffre extrêmement élevé. Donc ça peut aussi expliquer cette part de marché. Et enfin, concernant la dépense moyenne annuelle, je pense que ce graphique illustre très bien qu'est-ce qui se passe en Norvège. Je vais vous donner quelques éléments rapidement, sinon Emmanuel va pas être content. Sur les autres pays, vous voyez que si on prend en indice, en Norvège en moyenne, si on prend l'indice 100 pour le véhicule thermique, vous voyez que, sans surprise, le véhicule électrique, la maintenance, est 24% inférieur. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fur et à mesure que le véhicule vieillit, eh bien, ce coût de maintenance, il augmente. Donc, il se rapproche beaucoup plus du véhicule thermique. Et même, vous voyez, l'électrique, il est à 132 par rapport à un thermique à 105 quand le véhicule a quasiment 9 ans. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays en Europe? Eh bien, on a constaté quand même des différences par rapport à la Norvège, parce qu'on ne va pas extrapoler, mais on peut dégager des tendances. Dans la plupart des pays, la tendance était très similaire. Il y avait 2 pays qui ne suivaient pas cette tendance. Il y a l'Italie, par exemple, où le coût de la maintenance civile est plus élevé. Pourquoi? Emmanuel, vous savez pourquoi? Non, dites-nous.
préoccupation de le savoir. Parce que quand le coût de la maintenance augmente beaucoup, c'est souvent lié, ça a été beaucoup dit, à l'accidentologie et à la réparation de véhicules. Quand on a des réparations de véhicules électriques, souvent, ça peut toucher à toute la partie avant, la batterie, etc. Et ça a été très bien expliqué, je pense, par Covea. Le coût de ces réparations peut être élevé. Donc ça peut expliquer. Alors, je ne sais pas si en Italie, ils conduisent moins bien, mais en tout cas, le taux d'accidentologie est plus élevé sur ces véhicules, peut-être par une habitude de conduite. On a remarqué, c'était les 6 premiers mois. C'est peut-être une donnée intéressante pour les assureurs aussi. Et enfin, l'usure de pièces. Je pense que entre équipementiers et distributeurs, vous connaissez très bien ces ratios, mais peut-être c'est intéressant de les rappeler. Il va sans dire qu'au niveau des pneus, tout le monde sait maintenant, ça a été évoqué par le syndicat du pneu, que le pneu s'use plus, logique, le véhicule est plus lourd, donc 17 points de plus par rapport à un véhicule thermique. Le freinage, mauvaise nouvelle, il s'use un petit peu moins, il y a le frein moteur, donc les plaquettes et les disques de frein s'usent un petit peu moins, et après il y a des produits neutres comme le filtre d'habitacle ou autre. Donc est-ce que justement on va avoir moins de chiffre d'affaires parce que on perd ce type de pièces? En fait, finalement, on a constaté dans d'autres pays que finalement, pas tant que ça, puisqu'il y a d'autres pièces peut-être un peu plus onéreuses qui s'usent justement avec l'âge, comme sont les amortisseurs, les pièces de suspension, etc. Et aussi les composants électroniques qui sont très chers. Donc, in fine, on va dire que plus le véhicule vieillit, plus on va s'y retrouver, et ce, à partir de 5-7 ans. Voilà. Donc, voilà un petit peu les différents éléments de réponse. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Almudena. Alors on voit effectivement, ça a de quoi faire réagir, ça nous apporte beaucoup parce qu'on voit que finalement le business ne s'interrompt pas avec la croissance du parc électrifié, il se transforme. Tout à fait. Et plus on a un parc qui vieillit et plus il y a des opérations d'entretien et de réparation collision aussi d'ailleurs. Exactement. Voilà. C'est ça le message important qui nous laisse envisager qu'en effet le véhicule électrique ou hybride rechargeable, eh bien c'est un véhicule qui, plus il sera durable, plus il va équilibrer, enfin laisser la concurrence s'équilibrer entre les réseaux de marque et la maintenance toute marque, à condition bien sûr d'avoir la totalité des informations. Et on en revient à nos problématiques de concurrence, effectivement, pour avoir une maintenance finalement abordable. Julien Gourand, vous êtes directeur général de Midas France. Bienvenue, merci d'être là. Vous êtes également présent aujourd'hui en tant que représentant de Mobiliance. Comment vous engagez-vous, Midas, pour maintenir une activité de maintenance? Vous connaissez les mots par cœur, concurrentielle, durable et abordable. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vaste question, je vais essayer d'être concis, l'après-midi a été très riche. L'aspect concurrentiel, je dirais dans l'accès à la data. Mobiliance est extrêmement mobilisé pour faire en sorte qu'on ait un accord sectoriel. C'est un enjeu clé pour pouvoir poursuivre notre métier. Ensuite, le deuxième aspect, c'est la recherche et développement. Alors, pour le coup, Midas appartient au groupe Mobivia, donc les enseignes Midas, Noroto, ATU. On a créé un centre de recherche dans lequel on dépouille, il n'y a pas d'autre mot, les nouvelles technologies, de façon à pouvoir les rendre accessibles au terrain, le moment venu. On démarre avec l'électronique, qui est quand même le premier jalon pour accéder aux nouvelles technologies. On a créé des passerelles, puisque là aussi, le but du jeu pour être concurrentiel, c'est de ne pas dépendre des constructeurs. En tout cas, la stratégie de Mobivia, c'est de pouvoir se dire, nous-mêmes, nous pouvons connecter les véhicules avec nos bases de données et les rendre, en tout cas, à jour à nos clients. Ouais. Concrètement, ça se transforme également dans des investissements où notamment Midas a ouvert un centre au cœur de Paris. Ah oui, on va montrer la photo. Voilà, dédié aux nouvelles technologies. Donc l'idée, c'est de pouvoir recevoir un centre où on est 100% électrique. Dès qu'on peut, si on peut montrer, voilà. La diapo arrive. Merci beaucoup. Y a beaucoup d'enjeux là-dessus. La stratégie qu'on adopte au niveau de Midas, c'est pouvoir se dire, on est probablement en train d'investir en avance de phase, mais on l'assume, parce que si on veut justement avoir une maintenance abordable, il faut pouvoir investir dès maintenant dans les têtes de réseau, de façon à ce que progressivement, on puisse transmettre ces technologies et faire en sorte que le coût soit lissé sur les années. Je rajoute un point également là, sur ce centre-là, qu'on a peu abordé cet après-midi, c'est qu'on sait qu'on a les ZFE qui sont en train de petit à petit de s'installer.
être capable de démontrer aux institutions, je pense notamment à toutes les mairies, qu'on peut avoir des garages modernes, qu'on peut avoir des garages qui sont des commerces de proximité, je rejoins ce qui était dit tout à l'heure, qui peuvent s'inscrire dans la ville. Là, dans celui-ci, on développe aussi de la maintenance sur les vélos et les trottinettes électriques. Tous ces aspects-là peuvent démontrer aux institutions et aux mairies en premier que les garages ont toute leur place au cœur des villes, parce que la mobilité, elle prend différentes formes, mais que pour l'instant, elle est quand même prédominante avec les autos. Et on a des bons retours, notamment, je pense à la mairie de Paris, je pense à divers échanges qu'on a pu avoir. Vous avez réussi à avoir un bon retour de la mairie de Paris? Complètement, il faut savoir que c'est notre bailleur. Ça, c'est quand même une sacrée nouvelle. La mairie de Paris est notre bailleur, et ça nous permet en tout cas de montrer un autre visage du garage de demain, en montrant qu'on investit maintenant pour être prêt, notamment pour les ZFE. Et l'aspect concurrentiel, j'appuie sur un dernier point qui a été évoqué mais qui est fondamental, c'est la formation. C'est-à-dire que toute la filière, je pense que toute la filière, je pense à Mobilion, c'est tous ces acteurs, on est tous mobilisés pour faire en sorte qu'on forme aux technologies de demain en intégrant des nouveaux métiers. On a parlé de l'électrique, on a parlé du remanufacturing, des véhicules L6, L7. C'est important, et j'ouvre une toute petite parenthèse parce qu'on l'a peu évoqué également cet après-midi, c'est que ces nouvelles technologies, elles doivent donner envie aux jeunes de rejoindre notre filière. On sait qu'on est dans un marché en pénurie de main-d'œuvre qualifiée, qu'on a de moins en moins de jeunes qui veulent s'inscrire dans ces métiers-là. Et pourtant, c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers qui sont de plus en plus technologiques, qui sont de plus en plus propres par rapport à ce qu'on a pu connaître avec notamment tout le thermique. Et on doit donner envie aux jeunes de rejoindre notre filiale. Si on n'a pas de bras dans les ateliers, de toute façon, tout ce qu'on a pu évoquer cet après-midi ne pourra pas se mettre en forme. Donc on doit investir dans l'envie de rejoindre notre filière. Et vous l'avez très bien fait. Que penser du thème de la réparabilité quand on est Midas et qu'on est globalement, de par son origine, changeur de pièces? Alors complètement, donc le premier aspect, je rejoins ce qui a été dit, c'est que on doit obtenir un droit à la réparabilité. Donc Mobilion s'est mobilisé là-dessus, on pousse tous les acteurs pour faire en sorte qu'on puisse accéder notamment je pense aux batteries demain, si elles ne sont pas réparables, on a une perte de valeur pour tous les acteurs et notamment les assurances, toute notre filière qui va être très compliquée. Donc on doit se battre pour démontrer qu'on est capable de réparer et que toute la filière s'organise pour ça. Donc investir dans de la recherche, investir également dans les filières de pièces de réemploi. C'est ce qu'a fait Mobivia, notamment avec par exemple le pneu Léonard qui est issu de la filière de recyclage, pour petit à petit montrer qu'on est capable d'avoir des filières qui sont propres et pièces de réemploi, pneus de réemploi, éduquer notre marché là-dessus. Très bien, merci beaucoup Julien Gourand-Sandy. Je vous laisse la main et j'invite nos participants sur l'Agora à regagner vos sièges, parce qu'on a beau parler de durabilité, j'ai quand même conscience que vous avez beaucoup attendu. Merci messieurs, on peut applaudir nos intervenants. Sandy. Absolument, merci beaucoup à tous les deux pour vos regards croisés. Le sujet de la réparabilité, tu viens de le dire à l'instant, Emmanuel, est central pour la maintenance d'aujourd'hui et de demain. C'est donc le sujet chronologiquement dans l'ordre des choses. On va évidemment parler de ce sujet qui est stratégique. Tu as une première question pour Monsieur Marcadet. Mais absolument, réutilisation, remanufacturing, éco-conception, ce sont des sujets qui deviennent centraux pour le monde de l'après-vente automobile. Et pas seulement, puisque l'éco-conception concerne aussi, bien sûr, les constructeurs auto. Alexis Marcadet, vous avez votre casquette révolte. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on doit être révolté aujourd'hui quand on parle d'électrique? Alors, la personne à l'origine de révolte dit revolte, parce qu'on retourne au volt. Au 19e siècle, toutes les voitures étaient électriques. On a une petite parenthèse thermique de 150 ans, et nos petits-enfants se diront, mais pourquoi vous avez fait ça? C'est ça. Sur votre site internet, vous marquez, mais une voiture électrique, ça doit durer 100 ans. Notre slogan, c'est d'aller vers du 100 ans, parce que quand on s'intéresse à l'analyse du cycle de vie d'une voiture, donc le coût environnemental de sa production, de son roulage et à la fin du démantèlement, il faut être beaucoup plus ambitieux que ce qu'on fait aujourd'hui. La seule voiture qui a le droit de rouler, si on veut respecter les accords de Paris, c'est une Renault Twizy, et uniquement avec le mix énergétique français. Donc il faut des voitures de 500, 600, 700 kilos qui vont durer très longtemps.
Si on veut garder un niveau de sécurité comme celui actuel, on veut garder des calculateurs, on veut garder des voitures un peu grosses comme des SUV, il va falloir les faire durer beaucoup plus longtemps. Alors vous êtes né avec l'intuition justement qu'on allait devoir et pouvoir réparer les véhicules électriques. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, parce que ça fait seulement 2 ans que Revolt est né, vous avez ajouté 2 autres missions à celle de Géotrouve-Tout, finalement, de la réparation des véhicules électriques. Transmettre votre savoir-faire en créant un réseau, les garages branchés, je crois que tout le monde est au courant aujourd'hui, et puis former les professionnels. Donc vous êtes monté en compétences et maintenant vous transmettez. La dernière heure de tout ce que j'ai entendu, c'est extrêmement intéressant pour nous parce qu'on le vit de l'intérieur. En fait, on affronte tout, comme on est parti d'une feuille blanche, sans a priori, sans connaissance particulière. J'ai 2 cofondateurs qui ont une trentaine d'années d'expérience dans l'automobile, mais moi j'étais un béni oui-oui, j'ai pas de voiture, je roule en vélo, et je me suis dit mais on va y arriver facilement. Donc on a démarré en se disant bon on va aller au plus petit composant possible. On a refusé de rien ouvrir, batterie, moteur, chargeur, calculateur. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pour ça besoin de créer nos propres parcours de formation, puisque ceux qu'on a rencontrés, on n'était pas au niveau des ambitions des cofondateurs. Donc en fait, naturellement, on est passé de réparateur, de véhicules électriques hors garantie, parce qu'on fait quasiment que du hors garantie. Par rapport au slide qu'on a vu tout à l'heure sur la Norvège, c'est très intéressant de voir que à partir de 7 ans, ça augmente. La Norvège est pratiquement Tesla 100%. On connaît parfaitement les pannes des Tesla Model S. Je pourrais vous expliquer quelles pannes arrivent en année 7-8. En fait, on est un peu un garage qui a une dizaine d'années d'avance sur les autres. Parce que alors, quelle panne arrive sur les 7-8 ans? Moteur en 1, batterie en 2. Ils savaient tout. Non, vraiment. Et vous pouvez venir, contrôler. Et venez nous voir à Carquefou et bientôt en Ile-de-France. Vous verrez les batteries Tesla Model S, c'est réparable. Et donc, on a commencé par être des réparateurs. On s'est cassé les dents sur la manière de former notre équipe. Donc, on a créé un parcours de formation. Et on a eu de la demande dans toute la France. Donc, on a ouvert ce parcours de formation à des garagistes externes. Aujourd'hui, on en aura formé à peu près 250 à la fin de l'année. D'abord des mécanos, on a commencé à former des experts automobiles. Je réagis sur ce qui a été dit tout à l'heure. On fait le même métier, un expert. Donc on voit les sessions de formation chez vous. Un expert, il doit être capable de savoir qu'on peut, comme on l'a vu tout à l'heure, ne pas remplacer le pack batterie, mais trouver des solutions. Donc on a commencé à beaucoup travailler avec les experts, tout simplement parce qu'ils nous appelaient très régulièrement. Je ne sais pas si on peut faire apparaître la diapo d'ailleurs à l'écran. Et on s'est dit que plutôt qu'ils nous appellent et qu'on n'ait pas de solution, on allait créer un parcours de formation pour eux avec la FFEA. Et on a déjà formé, je crois, trois groupes d'experts. Et le troisième métier qu'on a décidé de lancer là, on ne pense pas qu'on a les épaules pour faire un réseau comme celui de Midas, c'est pas le cas. Par contre, on est entre le labo, les formateurs et la start-up parce qu'on sait faire des outils digitaux. Donc les garages branchés, c'est finalement la boîte à outils parfaite pour qu'un garage passe de 0 € à 100 € de chiffre d'affaires par mois, puis 1000, puis 2000. Alors, je résume, vous avez aujourd'hui 250 prises de contact pour des professionnels qui souhaitent devenir garage branché. Et la surprise, c'est qu'il y a beaucoup de concessionnaires. On était assez surpris. Nous, on considérait qu'on allait s'intéresser principalement aux indépendants. D'ailleurs, on parle à la FNA en ce moment. Et en fait, on a découvert que ceux qui savent investir, qui savent ouvrir un labo batterie, je pense par exemple à des carrossiers, ça leur fait pas peur de se dire je vais avoir une grosse partie de mon atelier qui peut être dédiée à une nouvelle techno. Ils savent investir dans une box de peinture, ils savent avancer là-dessus. Donc on est très surpris et on est très heureux parce que dans notre atelier, on a des voitures entre 160 000 € pour une Range Rover hybride luxembourgeoise, pour ne pas la citer, et 2 000 € pour des Twizy. Et de l'autre côté, on a aujourd'hui dans les premiers garages branchés, on en a une quinzaine, on a des groupes de 1 personne et on a un groupe de 500 millions € de chiffre d'affaires. Donc on voit qu'à tous les niveaux, tout le monde se pose les mêmes questions de comment il faut y aller, bien sûr, comment j'avance, et on pense qu'en ayant essuyé les plâtres, on peut les aider. Je vais continuer avec vous, Mino Yamamoto, mais ça fait beaucoup réfléchir, on aurait envie d'en parler longtemps. On est simplement contraint par le temps, Alexis, vous le comprenez bien, mais on vous entendra de nouveau sur Equipoto en 2025, parce que ça évolue très vite, et on vous avait reçu en 2022, vous n'en étiez pas là, vous étiez au tout début. Beaucoup de gens vous regardaient avec un sourire en coin, en quelque sorte, en se disant « bon, voilà une start-up, et puis demain, elle sera plus là ». Bravo, vous êtes toujours là. Je ne sais pas si demain, on sera là, mais je sais que en tout cas, il y a beaucoup de travail. Je sais que dans 20 ans... Et vous avez levé vraiment le fond du sujet, en effet. La génération future nous regardera sur la capacité qu'on a à bosser ensemble pour aller vers de la neutralité carbone. Ils s'en foutront un peu de savoir quelle boîte a survécu. Mino Yamamoto, je vous passe la parole maintenant. Vous êtes directrice économie circulaire chez Valeo. Décidément, tout change, tout va très vite. Et chez Valeo, avant, il n'y avait pas de direction d'économie circulaire. Maintenant, il y en a une et vous en êtes la responsable. Cet équipementier donc, de classe mondiale que tout le monde connaît ici fait partie des précurseurs, en quelque sorte, pour mettre l'économie circulaire quelque part au centre
c'est un enjeu central avec la réparabilité pour mots-clés. Oui, exactement, Emmanuel. L'économie circulaire, c'est un peu notre réponse pour mieux préserver les ressources planétaires. Et en fait, à Valeo, on y va de façon pragmatique en 3 temps. Déjà, en étant la durée de vie des produits en circulation. C'est réparer et remanufacturer. Puis, on est fournisseur de technologie. Donc, on va innover. On va innover pour faire en sorte que les produits futurs puissent avoir plusieurs vies. Ça, c'est robustifié. Ça, c'est tout nouveau, ça n'existait pas. C'est assez nouveau. Hein. Ouais. Et l'objectif, c'est vraiment d'attaquer la réparabilité et la remanufacturabilité à la racine, donc à la conception. Pourquoi ? Parce que 80% de l'impact environnemental d'un produit est déterminé à la phase de design. Donc, il faut concevoir en ayant pensée circulaire dès le départ. Ouais. Ouais. Et enfin, quand on ne peut plus préserver la valeur du produit, alors seulement on recycle. Et ça, c'est les 4 R de Valeo. Que vous expliquez très bien. Merci. Ouais, On va straight to the point. Pour déployer cette circularité, vous accentuez fortement aujourd'hui le portefeuille des produits qu'on appelle REMAN, remanufacturing. C'est ça, si on peut mettre notre portefeuille. Bah oui, parce que en fait, la direction économie circulaire est nouvelle. Par contre, le REMAN chez Valeo, c'est pas nouveau. Hein. On en fait depuis 40 ans. J'étais même pas née à cette époque-là, mais on en fait depuis quand même 40 ans. Et pourquoi on en fait ? Parce que le REMAN, ça permet de préserver un maximum du produit tout en lui donnant une seconde vie. Et donc aujourd'hui, on remanufacture 1 million d'unités. Par contre, on va devoir accélérer. Oui. Je pense qu'on a suffisamment évoqué, l'automobile se transforme. Demain, la bagnole, elle sera électrifiée, connectée et autonome. Il y aura de plus en plus de technologies. Donc forcément, le remanufacturing doit répondre à cette transformation. Et donc chez nous, c'est ce qu'on appelle le REMAN 2.0. Notre objectif, c'est de doubler notre capacité de REMAN d'ici 2030 et donc d'atteindre les 2 millions. Il va falloir récupérer les produits. Ah oui, il va falloir récupérer des produits, ensuite innover avec notre partenaire, avec notre écosystème pour pouvoir justement remanufacturer ces produits plus technologiques. Et ça, on a déjà commencé depuis le lancement du programme. L'année dernière, on a fait une première mondiale. On a lancé la première caméra frontale remanufacturée au monde. En France, en plus, on préserve les emplois, c'est bien. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va aussi au-delà de l'automobile. Parce que le remanufacturing doit accompagner toute la mobilité. Donc aujourd'hui, on répare des batteries et on remanufacture des moteurs pour les vélos électriques. À commencer par la flotte de Vélib à Paris. Ah oui ? Ah oui, les Vélib. Vous pouvez même les essayer. Encore un bon retour de la maire de Paris en perspective. Je sais pas, on va voir. Faut lui écrire. Tout à fait. Valeo annonce une première grande nouveauté pour la réparabilité des véhicules électriques. Je crois que ça date d'aujourd'hui. Oui, il y a quelques jours, oui. Quelques jours, allez, voilà. Parce que en fait, l'électrification et l'économie circulaire doivent travailler ensemble. Et en fait, c'est aussi un sujet de collaboration et de travail d'équipe. C'est pourquoi je suis ravie de travailler avec Xavier et ses équipes. Avec The Future is Not All, ici présent. The Future is Not All, pour justement remanufacturer le chargeur de la Zoé électrique. Donc là, on joue complètement sur nos complémentarités. Hein. Donc, nous, Valeo, on va remanufacturer l'onduleur haute tension, parce que ça, on a ce savoir-faire-là. Et ensuite, chez Neutrol, ils vont faire le rôle d'intégrateur. Et donc, en faisant ça, on va aller assez vite, parce qu'on va partager les ressources, on va mutualiser tout ça. Et par ailleurs, ça a un impact positif sur l'environnement. On parle de réduire à 80% d'usage de nouveaux matériaux, et on réduit aussi l'empreinte carbone de 50% par un produit neuf. Ça permet effectivement d'aller vers cette démarche d'économie circulaire et de réduction des émissions globales par rapport aux évolutions scope 1, 2, 3 aussi, effectivement, pour les grands équipementiers. J'ajoute une info importante qui est diffusée par Valeo ce jour, la création d'une Tech Academy. En quelques mots, la Tech Academy, qu'est-ce que c'est ? Oui, à Valeo, on aime bien rendre service. On a compris que la formation, c'était vraiment le nerf de la guerre. Donc, on a lancé Tech Academy. Donc, c'est un programme de formation certifié et innovant. Pour le monde de la réparation, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, à destination des mécaniciens, parce qu'aujourd'hui, les produits deviennent de plus en plus technologiques. Donc, on a ces formations qui sont à la fois en digital et en présentiel pour former l'écosystème à l'électrification et au système d'aide à la conduite. Très bien, merci beaucoup Mino. Et je me tourne logiquement vers vous, Xavier Kaufmann.
qui représentait The Future is Not All, bien sûr. La Zoé a 12 ans aujourd'hui, et voici la première offre donc qui est liée à la maintenance durable de The Future is Not All. Avant d'y venir, où en êtes-vous? Et dites-nous quelques mots sur cette filiale du groupe Renault. Alors déjà, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas The Future is Not All, nous sommes une société en fait qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu moins de 2 ans, créée par le groupe Renault. Et on est vraiment une société assez unique puisque notre seul objectif, notre seule mission, c'est d'accompagner en fait toute l'industrie automobile pour adopter ces solutions d'économie circulaire qui vont nous permettre de réduire justement notre impact en termes de ressources naturelles. Donc c'est vraiment ça notre mission, et on fait ça dans un écosystème qui est ouvert en fait. On a annoncé il y a maintenant une dizaine de jours en fait l'ouverture du capital de la société. Avec la entrée au capital de Suez, qui est un partenaire de longue date pour nous, avec lesquels on a des synergies industrielles extrêmement fortes, et qui démontre aussi, je dirais, là-dessus notre mission, qui est de démocratiser ces solutions, de fédérer autour de ça en fait, toute l'industrie automobile. Donc, toute l'industrie automobile, ah oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas réservé au groupe Renault. Ce n'est pas réservé au groupe Renault, et justement, l'ADN de la société, c'est de pouvoir s'adresser à toute l'industrie, en adressant tout le cycle vie du produit. Alors je ne sais pas si on peut mettre la planche qu'il y avait. Non, pardon, excusez-moi. Il y avait une planche. Oui, on a une diapo à montrer effectivement. Si on l'a, j'espère qu'on l'a. Je crois qu'on l'a. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Voilà, juste pour expliquer en fait notre mission, c'est d'accompagner, on va dire, l'industrie sur tout le cycle de vie de la voiture. Donc si je simplifie, vous avez 3 étapes sur lesquelles on amène des solutions. La première, c'est la production des voitures neuves en amenant des solutions de matériaux recyclés qui peuvent être réincorporés dans la production de véhicules neufs. Le deuxième aspect qui nous intéresse ici davantage, c'est évidemment la partie de l'usage des véhicules avec toute une gamme de pièces issues de l'économie circulaire. Et enfin, il y a aussi toute la gestion de la fin de vie des produits. Et donc on gère la fin de vie des véhicules, donc tout ce qu'on appelle les véhicules hors d'usage, mais aussi le sujet absolument critique de la fin de vie de nos batteries de véhicules électriques. Et donc à travers ça, on boucle la boucle, puisque cette fin de vie des produits, en fait, c'est la mine, si vous voulez, qu'on utilise pour concevoir des produits d'économie circulaire. Bien, je voudrais qu'on fasse un focus sur la pièce de réemploi, dont je crois vous souhaitez devenir un acteur majeur. Alors la pièce de réemploi, on en est déjà, je dirais... Vous êtes déjà acteur majeur avec Indra. On est déjà un acteur important de ce marché-là avec la société Indra. Indra qui est le plus principal opérateur de centres de déconstruction en France. Maintenant, la pièce de réemploi, évidemment, c'est l'offre déjà à la base qui est à la fois la plus compétitive économiquement, mais qui est évidemment aussi, en termes d'empreinte CO2 ou d'impact de ressources, je dirais, la plus vertueuse. Alors, on avance là-dessus, si vous voulez, à travers 2 dimensions. La première, c'est de renforcer nos opérations au-delà de notre réseau. On est en train, en fait, de mener des acquisitions de centres de démantèlement. L'objectif derrière, c'est d'être capable d'industrialiser réellement, si vous voulez, cette activité de démantèlement et de production de pièces de réemploi. Et ça, c'est fondamental si on veut améliorer la qualité de l'offre. Est-ce qu'aujourd'hui, excusez-moi, je vous coupe. Oui, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est suffisant? Je veux dire, les adhérents Indra, les centres adhérents Indra, ont-ils une marge de progression très importante en termes de déconstruction et de production de PRE? On a toujours une marge de production, honnêtement, et c'est là-dessus que, si vous voulez, l'industrialisation doit amener, je dirais, toujours une progression autour de ça. Je dirais que quand vous avez aujourd'hui une vingtaine de pièces qui sont régulièrement démontées, on a la capacité de faire plus et mieux que ça, quoi. Beaucoup plus? Significativement plus, si on regarde de toute manière les marchés les plus performants, je dirais, en termes de pénétration de la pièce de réemploi. Vous prenez le marché français aujourd'hui, vous avez la potentialité quand même de faire du x2 ou du x3, même si les chiffres de croissance sont importants. Et ça montre, si vous voulez, aussi l'importance d'améliorer sa qualité de cette offre-là. Il y a encore un gros espace de progression. Par contre, il faut aussi qu'on enlève les aléas qu'il peut y avoir autour de cette offre-là. Aléas en termes de disponibilité, on en a parlé tout à l'heure. Aléas en termes de qualité de service, aléas en termes de qualité du produit. Donc un de nos focus principaux, c'est aussi comment on professionnalise pour éviter que le réparateur se retrouve face à trop d'incertitudes, en fait. Absolument. C'est un des freins, en effet, au déploiement de ce marché. Il y a aussi cette nouvelle filiale qui s'intitule The Remakers. On entend Reman un petit peu dedans. Oui, exactement. Remakers, c'est en fait une activité historique de Renault. Alors, nous, ça fait 70 ans qu'on fait du Reman. Et j'étais pas né non plus, d'ailleurs.
Et en fait, cette activité, on l'a filialisée pour lui donner vraiment les moyens d'accélérer dans son développement. Aujourd'hui, c'est une activité qui couvre 9 familles de produits, 11 000 références actives. Le Riemann, c'est quand même bon de le rappeler, de la manière dont on le fait, c'est une qualité équivalente à la pièce d'origine neuve. Il n'y a aucun compromis sur les cahiers des charges, les tests qui sont réalisés, et c'est en moyenne 30% d'avantage prix. Donc là, je dirais, on coche toutes les cases de l'avantage économique et de la transition. Et ce qui est important pour nous, c'est, au même titre que nos collègues de Valeo, on croit énormément dans le développement de l'offre de remanufacturing. On multiplie par 2 nos investissements sur cette filiale que l'on a créée. Et l'objectif, si vous voulez, c'est d'aller plus loin sur l'électrification, on en a parlé, sur l'électronique, qui est un sujet important, notamment quand on regarde l'obsolescence qu'on risque d'avoir dans les années qui viennent, de manière à ce qu'on puisse vraiment diversifier aussi nos gammes. Et on va aussi diversifier, si vous voulez, auprès d'autres marques, finalement, que celles qu'historiquement on fait avec le groupe Renault. Et on voit bien que le combat de demain se situe autour de la transition écologique. Le combat concurrentiel de demain, effectivement, se situe autour de la transition écologique. Enfin, en ce qui concerne le véhicule électrique, donc, je vous laisse poursuivre ce qu'a entamé Mino Yamamoto pour la partie de Future is Not All. Donc vous allez architecturer finalement le remanufacturing du chargeur des Zoé. Exactement, exactement. Et bon, je pense qu'on partage tous le souci de la réparabilité sur les véhicules électriques. Je prends juste un chiffre, hein, la batterie, rien qu'elle, c'est 40% de la valeur aujourd'hui d'un véhicule électrique. Donc vous voyez l'importance absolument critique d'adresser ça. Le premier levier, je dirais, qu'on active, c'est d'abord la réparabilité. Hein, on en a parlé. Nous, on opère un centre d'experts de réparation des batteries dans une de nos filiales qui s'appelle Gaïa à Flins. On arrive quand même à réparer, je dirais, l'immense majorité des batteries qui nous sont adressées. On a plus de 99% de taux de réparation. Donc ça, c'est quand même le levier numéro 1. Le deuxième levier important, c'est les batteries et la possibilité d'avoir accès à des batteries reconditionnées. Donc c'est une offre qui a été lancée en lien avec le groupe Renault il y a maintenant quelques mois et qui permet d'avoir accès à des batteries qui sont certifiées en termes de qualité par le constructeur avec des prix qui sont 30 à 40% plus bas que des batteries neuves. Donc ça doit permettre aussi d'éviter ou de limiter, je dirais, les situations qu'on a vues précédemment. Qui ont dû vous alerter, en effet, puisque vous y répondez. Et ça fait partie des solutions qu'on peut amener. Et enfin, la troisième solution, c'est ce que l'on fait... Alors, en 30 secondes, parce qu'on l'a déjà largement présenté. La dernière, c'est le remanufacturing. Le remanufacturing, je dirais là-dessus, nous, l'approche est de pouvoir amener une gamme qu'on a annoncée il y a quelques mois, une gamme complète sur tout le système de propulsion électrique, à la fois le moteur électrique et tout ce qu'on appelle l'électronique de puissance, dans lequel, je dirais, nous, on joue un rôle d'intégrateur, on rénove finalement cet ensemble et on s'appuie sur des équipementiers, on s'appuie sur Valeo et on s'appuie également sur nos collègues de Continental pour amener aussi d'autres composants rénovés. Vous voyez, et ça, c'est le sens qu'on essaie d'amener dans Neutral, c'est fédérer ensemble des acteurs d'automobile pour faciliter et accélérer la mise sur le marché de ces solutions-là. Dans l'esprit de ce que nous vous présentons depuis le début de cet après-midi, c'est-à-dire la coopération, le monde de demain est celui d'une coopération absolument pas naïve, mais indispensable pour aller vers cette transition. Sandy, je vous remercie, mesdames, messieurs. On peut applaudir nos intervenants. Et je vous laisse la main, Sandy. Merci beaucoup à nos intervenants pour cette dernière table ronde. Ainsi se conclut ce premier temps fort qui était ce temps d'échange, riche en informations. Merci encore à vous tous d'avoir été présents. Merci beaucoup. On peut applaudir Emmanuel Taillarda pour l'animation de cette table ronde. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est un plaisir, un grand plaisir.